Électrochoc, le podcast des électrons libres. Les 4 paris ratés de la transition énergétique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des solutions qui, il y a une vingtaine d'années, semblaient être l'avenir de l'énergie propre, mais qui se révèlent aujourd'hui être de véritables impasses. Exactement, Max. C'est un sujet fascinant parce qu'il nous montre à quel point le paysage énergétique a changé vite. Au début des années 2000, après le protocole de Kyoto, tout le monde cherchait des alternatives au pétrole et au charbon. Le solaire et les batteries étaient encore très chers, presque anecdotiques. Et c'est dans ce contexte que 4 grandes idées ont émergé. On les a présentées comme des piliers de la décarbonation. La première, c'est la biomasse. L'idée de se chauffer en brûlant du bois. Sur le papier, ça semble parfait. On brûle un arbre, il relâche du CO2, mais c'est le CO2 qu'il a capté pendant sa croissance, un cycle neutre en quelque sorte. C'est d'ailleurs comme ça que c'est comptabilisé officiellement. Sauf que cette comptabilité ignore un facteur crucial, le temps. Un arbre met des décennies, parfois un siècle, à pousser et à stocker ce carbone. Mais une centrale ou un poêle à bois le relâche en quelques heures. C'est ce qu'on appelle la dette carbone. Si on brûle du bois aujourd'hui, en 2025, cette émission ne sera réellement compensée par la repousse que vers 2055, voire plus tard, c'est-à-dire après la date limite que l'on s'est fixée pour atteindre la neutralité carbone mondiale. On creuse un trou qu'on n'a pas le temps de reboucher. Sans parler des autres impacts. La demande en bois énergie met une pression énorme sur les forêts, qui sont des écosystèmes vitaux. Et puis il y a la pollution de l'air. La combustion du bois est la première source de particules fines en France, un vrai problème de santé publique. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter ? Pas forcément. Il existe une niche intéressante. Coupler la biomasse à la capture de carbone. On brûle le bois et on capture le CO2 émis pour le stocker sous terre. Là, on passe d'une centrale émettrice à une installation qui retire du carbone de l'atmosphère. C'est complexe, c'est cher, mais c'est une piste. Passons au deuxième pari, les biocarburants. L'idée était de remplacer l'essence et le diesel par des carburants issus de plantes comme le maïs, le colza ou l'huile de palme. Et là, on est tombé sur un problème majeur, devenu tristement célèbre, le conflit d'usage des sols. Pour produire du carburant, il faut d'immenses surfaces agricoles, des terres qui pourraient servir à nourrir la population. C'est le fameux dilemme, manger ou conduire. Cette logique a même alimenté la déforestation dans certaines régions du monde pour planter du soja ou des palmiers à huile. Et quand on regarde l'efficacité, c'est sans appel. Prends la surface agricole dédiée aux biocarburants en France. Elle produit assez d'énergie pour faire rouler environ 4 millions de voitures. Si on couvrait cette même surface de panneaux solaires, on produirait 50 fois plus d'énergie, de quoi alimenter 400 millions de voitures électriques. Le progrès technologique a rendu ce choix complètement obsolète. Comme pour la biomasse, il y a une niche. Les biocarburants de deuxième génération, faits à partir de déchets agricoles ou d'algues, sont plus vertueux. Mais leur production est coûteuse et il faut les réserver à des secteurs très spécifiques, comme l'aviation ou le transport maritime, qui sont très difficiles à électrifier. Troisième fausse bonne idée, le gaz naturel, présenté comme l'énergie de transition. Le mot « naturel » est un peu trompeur, car ça reste une énergie fossile. C'est principalement du méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2 à court terme. Et son gros problème, ce sont les fuites tout au long de la chaîne, de l'extraction jusqu'à notre chaudière. Pourtant, on l'a massivement encouragé, notamment pour le chauffage, en le présentant comme le complément idéal aux énergies renouvelables intermittentes. En France, la réglementation a même favorisé les chaudières à gaz au détriment du chauffage électrique, alors que notre électricité est déjà largement décarbonée grâce au nucléaire. Un vrai paradoxe. Aujourd'hui, on admet qu'il peut encore servir de backup pour le réseau électrique, pour pallier l'intermittence du solaire et de l'éolien. Mais même ce rôle est de plus en plus contesté par les batteries dont les coûts chutent et par une meilleure gestion du réseau. La seule version qui garde une vraie légitimité, c'est le biogaz, issu de la méthanisation des déchets agricoles. Là, on est dans une pure logique d'économie circulaire. Et on arrive au 4e et dernier pari, qui a été une véritable star dans les années 2000, l'hydrogène. Ah, l'économie hydrogène! On nous a vendu un futur où tout fonctionnerait à l'hydrogène. On a même imaginé l'injecter dans les réseaux de gaz pour chauffer les maisons. Mais l'hydrogène se heurte aux lois de la physique. C'est la plus petite molécule de l'univers. Elle est très difficile à stocker.
Il faut la comprimer à des pressions folles ou la refroidir à moins 253 degrés. C'est un vrai casse-tête logistique. Et son plus gros défaut, c'est son rendement, surtout pour la mobilité. Pour faire rouler une voiture à hydrogène, on prend de l'électricité pour produire l'hydrogène, on le compresse, on le transporte, puis dans la voiture, on le retransforme en électricité pour faire tourner le moteur. À la fin, on a perdu 70% de l'énergie de départ. C'est énorme. Une voiture à batterie, elle, ne perd qu'environ 30% de l'électricité entre la centrale et la roue. Le match est plié. L'insistance de certains constructeurs sur la voiture à hydrogène ressemble plus à une tentative de sauver le moteur thermique qu'à une véritable solution d'avenir. Alors, l'hydrogène est inutile? Non, loin de là, mais pas pour les voitures. L'hydrogène vert, produit avec de l'électricité renouvelable, est absolument indispensable pour décarboner l'industrie lourde, la production d'acier, la fabrication d'engrais et aussi pour créer des carburants de synthèse pour les avions et les bateaux. C'est là qu'est son véritable avenir. En conclusion, ce qui est frappant, c'est que ces 4 solutions sont les reliques d'une époque où l'on n'avait pas mieux. Le solaire et les batteries étaient trop chers. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Exactement. Continuer à subventionner massivement ces anciennes technologies pour des usages généralistes, c'est détourner de l'argent et de l'énergie qui seraient bien plus utiles pour déployer massivement le solaire, l'éolien, les batteries ou le nucléaire. La transition énergétique demande de la lucidité. Il faut savoir abandonner les vieux espoirs quand la science et l'économie nous montrent des chemins bien plus efficaces. C'est le mot de la fin. Il faut regarder le progrès en face et faire les bons choix. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.